Simplement quelques mots pour vous dire d'abord que je suis très honoré de co-modérer cette session dans une enceinte prestigieuse avec un co-modérateur pour lequel j'ai toujours eu beaucoup d'estime et d'admiration pour son équipe et tous les travaux qu'il a pu mener à bien avec elle. Donc je remercie effectivement Jacques Belghiti et Jacques Beaulieu d'être à l'initiative de cette réunion. On voit qu'on est dans une niche dans le domaine de la transplantation par rapport à un développement très important qu'on a vu dans d'autres domaines, et notamment dans le domaine hépatique. Donc merci à vous deux et merci au président François Richard de me donner l'occasion de co-modérer cette très belle session. Alors, je vais donner la parole à l'équipe de Beaujon maintenant, qui va nous faire part de son expérience, à monsieur Docmac et Corcos. C'est monsieur Docmac qui présente. Monsieur le modérateur, chers collègues, madame et monsieur, merci de m'avoir donné l'opportunité de présenter notre expérience. Je vais promettre le diaporama. Ah, c'est bon, ok. Voilà, comme vous le savez, donc 2 mots juste pour parler qu'est-ce qu'on peut faire comme transplantation en intra-abdominal. Il y a 3 possibilités. La première, donc on peut transplanter un seul organe. Donc on prend l'exemple du foie, on fait une transplantation du foie isolé. La deuxième possibilité, donc on peut transplanter un foie qui est lié anatomiquement avec l'intestin à 2 organes. Et la troisième possibilité, donc c'est la transplantation multi-organes. Donc comme on va voir, donc la transplantation multiviscérale, il y a au moins 4 organes pour parler de cette transplantation. La transplantation multiviscérale, donc la définition, c'est une transplantation comportant l'inclusion de plusieurs organes en monobloc. Ce sont des organes qui sont liés anatomiquement ou par des axes vasculaires. Pour la transplantation multiviscérale, donc il y a 4 organes qui sont l'estomac, le duodénum, le bloc duodéno-pancréatique et l'intestin grêle. Donc on peut mettre le foie, on peut inclure le côlon et plus ou moins la rate. Donc maximum il y a 7 organes et minimum il y a 4 organes. Un petit peu d'histoire, donc la transplantation multiviscérale, donc ça a commencé aux États-Unis avec Thomas Starzl. Donc entre les années 60 et 80, c'était les travaux expérimentaux. Mais il y avait à l'époque, il y avait beaucoup de rejets, il y avait beaucoup des infections. Donc les malades mouraient essentiellement, en plus des complications chirurgicales, des complications immunologiques. Et c'est dans les années 80, donc on a la cyclosporine, donc une nette amélioration dans le traitement immunosuppresseur. Et là, en 83, donc Thomas Starzl, donc il a fait une transplantation, la première transplantation multiviscérale, mais le malade il est décédé en post-opératoire d'une cause hémorragique. Et dans les années 89, donc c'était le tacrolimus, donc le nouveau traitement immunosuppresseur. Et de là, on commence à avoir une nette amélioration, une progression dans les indications de cette transplantation multiviscérale. Et en 89, donc Thomas Starzl, il décrit donc pour la première fois la publication dans JAMA sur 2 cas. Donc un malade qui est décédé en post-opératoire, c'était très probablement le malade transplanté en 83. Le deuxième malade qui a survécu presque 193 jours. Et pendant la même année, donc on a un cas rapporté avec une survie à 8 mois. Et si on regarde, donc là, bien sûr, les indications ont vachement progressé depuis. En 2009, il y a l'équipe de Pittsburgh, Karim Al-Majid, qui a rapporté au moins 134 transplantations multiviscérales. Si on regarde les indications, pour les indications, en gros, il y a 6 grandes indications. La première, donc, c'est les malades qui ont une insuffisance intestinale chronique, donc chez ces malades, soit ils ont un syndrome de grêle court, donc chez qui on a fait des ischémies mésentériques, on a fait des résections intestinales, et donc du coup ils ont un antécédent de grêle court. Avec l'alimentation parentérale, donc on peut avoir une hépatopathie associée. Et l'indication de transplantation multiviscérale chez ces malades, c'est parce que très probablement c'est des malades qui sont déjà opérés plusieurs fois, chez qui il faut en plus du grêle transplanter le foie parce qu'il est malade et plus ou moins transplanter d'autres organes, soit pour une raison immunologique ou pour un problème technique. La deuxième indication, donc, c'est les malades qui ont une cirrhose hépatique. On va voir un exemple tout à l'heure parce qu'il y a des malades qui ont une cirrhose hépatique. Il faut faire une transplantation hépatique, mais cette transplantation, on ne peut pas la faire parce qu'à cause de la thrombose porte, techniquement, on ne peut pas faire une anastomosis porte. En plus, il y a une hypertension portale segmentaire qui est symptomatique, il y a une hémorragie digestive. La solution idéale, c'est de faire une transplantation multi-organes. La troisième indication, donc, c'est les malades qui ont des pathologies vasculaires. Donc, il y a des malades qui ont une ischémie chronique du grêle, avec un grêle qui est complet. Il n'y a pas d'antécédent de résection du grêle,
ou des veines. Donc on va parler, je vais donner un exemple sur les malades qui ont des thromboses veineuses, surtout chez les malades qui ont des pancréatites chroniques, ça peut être une indication. Il y a le malade qui a un syndrome de Gardner, donc ça c'est une indication qui est très bien connue, parce qu'il y a ces malades, ils ont des adénomes duodénogastriques. En plus, il y a des antécédents d'adénome colique ou grélique, donc il y a des antécédents de résections coliques ou gréliques, il y a des tumeurs d'usmoïdes. En plus, il y a des résections du grêle et du côlon, donc c'est une bonne indication de transplantation multiviscérale. Il y a des maladies tumorales. On sait qu'il y a certains tumeurs à évolution très lente, comme les tumeurs d'usmoïdes ou les tumeurs neuroendocrines, qui envahissent les axes vasculaires. Ça peut être une très bonne indication. Et il y a le frozen abdomen ou abdomen gelé. C'est des malades qui, après un traumatisme, après une grosse chirurgie, ils ont des fistules. On ne peut plus opérer, on peut plus entrer de son ventre. Ça peut être une indication de transplantation multiviscérale. Donc, je vous donne des exemples. Ça, c'est le premier, donc c'est le malade le plus fréquent. Donc, c'est un malade qui est suivi en gastroentérologie, assistance nutritive, plus ou moins en chirurgie colorectale. Donc, c'est un malade qui a une sténose des axes vasculaires du tronc cœliaque. C'est des malades qui ont de plusieurs résections intestinales. On voit très bien là, donc il y a presque plus du tout du grêle. Il reste que une sonde dans le duodénum. En plus, à cause des problèmes ischémiques, il y a une hépatopathie. En plus, il y a une ischémie hépatique. Donc ça, c'est des malades qui peuvent avoir des candidats à la transplantation multiviscérale. Le deuxième exemple, donc c'est un malade, ce sont des malades qui sont suivis en hépato. Par exemple, ça c'est un malade qui a une hépatopathie avec décompensée, il y a une cirrhose, il y a de l'acide. En plus, il y a une thrombose porte. Donc ça, c'est une circulation collatérale. Donc il n'y a plus du tout de système porte, il n'y a plus du tout de système mésentérique. En plus, il y a l'hypertension portale avec une hémorragie digestive. En plus, ces malades, donc on voit, il y a une souffrance du grêle, il y a une entéropathie due à l'hypertension portale. Et ça, c'est vraiment des malades qui sont des très bons candidats à la transplantation multiviscérale. Le troisième exemple, ce sont des malades qui, à mon avis, qui sont très probablement sous-estimés. C'est des malades qui sont suivis en gastroentérologie ou chez les malades en pancréatologie. Par exemple, ça, c'est un malade qui a 45 ans, qui a une pancréatite chronique calcifiante d'origine alcoolique. Il est sévré de son alcoolisme. Il y a une thrombose de tous les axes vasculaires, donc il y a une thrombose de la veine porte, il y a une thrombose de la veine splénique, de la veine mésentérique supérieure. Il a une hépatopathie associée, très probablement à cause de l'alcoolisme. En plus, il y a une atteinte biliaire, donc il y a une sténose de la voie biliaire principale par la pancréatite et par le cavernome. Il a des angiocolites à répétition. Il a une hémorragie digestive. Donc ça, c'est un malade qui est vraiment un malade typique pour une transplantation multiviscérale. Et très probablement, c'est ce groupe de malades. Ils sont sous-estimés, ils arriveront presque jamais chez le chirurgien. Et il y a une quatrième indication, ce sont les malades qui ont des tumeurs à évolution très lente. Donc ça, c'est un malade qui a une volumineuse tumeur d'isthmoïde. On voit, donc il a envahi les axes vasculaires, donc le tronc cœliaque, l'artère mésentérique supérieure, le bloc duodénopancréatique. Ça, c'est également, que ce soit ça ou le tumeur endocrine, c'est une très bonne indication de transplantation multiviscérale. Donc, je vais parler rapidement pour la technique. Comme l'a dit le professeur Mavru, donc, le problème, donc, la première étape, c'est l'exentération qui est difficile. La technique, donc, il faut faire un contrôle premier des axes vasculaires du tronc cœliaque et de l'artère mésentérique supérieure. Comme ça, l'intervention sera beaucoup moins hémorragique. On ferait une gastrectomie subtotale parce qu'il faut éviter de faire l'anastomose sur l'œsophage parce que c'est une fistule, c'est beaucoup plus difficile à prendre en charge. Et pour la reconstruction, donc c'est beaucoup plus facile. Il y a une anastomose cave, il y a une anastomose sur l'aorte qui prend le tronc cœliaque, l'artère mésentérique supérieure. Il n'y a pas d'anastomose porte parce qu'on amène le grêle avec le foie. Il y a une anastomose gastrogastrique, plus ou moins une anastomose colique et une stomie. Et comme on l'a dit, donc c'est pas toujours on arrive à fermer la paroi parce que c'est des malades qui ont des antécédents de plusieurs laparotomies. Ils ont une cavité abdominale qui est très réduite. Et le plus souvent, soit on laisse la paroi ouverte, ou on ferme sur plaque, ou on fait une greffe associée de la paroi abdominale. Là, la question qui se pose pour les gens, même pour nous, donc est-ce qu'il faut vraiment transplanter tous les organes dans une transplantation multiviscérale? La question, en fait, il y a 3 raisons pour transplanter un organe en cas d'une transplantation multiviscérale. Donc on transplante un organe soit parce qu'il y a une atteinte pathologique, parce que le foie, il y a une hépatopathie sous-jacente, soit pour une raison immunologique. Avec l'expérience, et surtout les Américains, on a compris, par exemple, si on transplante le foie du donneur, c'est un prototère pour tout ce qui est immunologique. Pareil, si on transplante la rate du receveur, si on garde la rate du receveur en place, ou si on transplante la rate du donneur, il y a un effet immunologique.
Pareil, on sait que très bien, il faut éviter de transplanter le côlon du donneur. Donc ça, c'est un petit peu débattu. On n'a pas, mais on va voir que les Américains, surtout la Pittsburgh, ils font plus du tout de transplantation du côlon parce qu'il y a un risque immunologique qui est très important. En plus, il y a un risque infectieux. Et dans certains cas, même si l'organe n'est pas pathologique, on est obligé de faire d'inclure un organe ou de le laisser en place pour un problème technique, parce qu'on sait que c'est des malades qui ont déjà été opérés ou plusieurs fois. C'est très difficile d'aborder leur cavité abdominale et on change un organe parce que c'est beaucoup plus facile techniquement. Pour cette raison, donc deux fois, il y a ce qu'on appelle la transplantation multiviscérale modifiée. Je vais vous donner quelques exemples modifiés. Donc, comme on a dit, donc, il y a au moins 4 organes à transplanter, mais deux fois, on peut inclure ou non le foie, le côlon ou la rate. Et pour la rate, l'équipe de Pittsburgh, donc, ils ont bien montré, ça c'est par exemple la publication la plus récente sur le transplantation multiviscérale et la rate. C'est 10 malades qui ont une transplantation pour un syndrome de Gardner. On voit très bien chez les malades chez qui on a enlevé la rate, la survie à long terme, la différence il est beaucoup moins meilleure que chez les malades chez qui on a pu garder la rate. Donc, en plus, quand on garde la rate du receveur, on a beaucoup moins de syndrome lymphoprolifératif, on a beaucoup moins de graft versus host disease. Donc, la question, donc, il faut essayer toujours, dans la mesure du possible. On sait que des fois, techniquement, ce n'est pas possible de garder la rate, mais si on peut, il faut mieux garder la rate du receveur pour une raison immunologique. Et ça, c'est pareil pour le côlon. On voit très bien, donc ça, c'est l'équipe de Pittsburgh. Ils ont rapporté leur expérience sur 3 périodes. On voit que depuis 2001-2008, pour les transplantations multiviscérales, ils ont 134 malades. Ils ne mettent plus du tout le côlon pour une raison immunologique. Il faut bien noter, même des fois, donc nous, même s'il n'y a pas une raison immunologique, des fois, nous, à la fin, on enlève le côlon parce qu'il n'y a pas assez de place pour mettre tous les organes. Même quand on fait un foie grêle seul, à la fin, le plus souvent, on enlève le côlon pour essayer de fermer au moins la cavité abdominale. Donc la transplantation multiviscérale modifiée sans le côlon du donneur avec la rate du receveur, donc c'est la transplantation à 5 organes. On sait que théoriquement il y a un bénéfice immunologique, mais on sait que techniquement il est beaucoup plus difficile. Donc là je fais un peu schématique pour essayer de comprendre. Donc en gros on change tout, on laisse que la rate du receveur, un petit moignon gastrique et une partie du côlon si jamais le malade a déjà une partie du côlon ou non. À Beaujon, comme on l'a dit, donc la transplantation multiviscérale, c'est une activité multidisciplinaire, donc on ne peut pas faire, il faut vraiment avoir toutes les activités. Au niveau des spécialités digestives, donc on a un service de gastroentérologie qui prend essentiellement en charge des malades avec l'assistance nutritive. On a un service de pathologie, on a un service de pancréatologie. Au niveau chirurgical, donc il faut avoir une expérience en chirurgie, la transplantation multiviscérale, donc c'est la chirurgie hépatobiliaire. On fait la transplantation hépatique. Et nous, à Beaujon, on a commencé avec la transplantation foie-intestin. On a fait 6 cas, en fait, on a fait 4 cas foie-intestin et 2 cas intestin isolé. Avec ces 6 malades, donc on a appris pas mal au niveau technique, au niveau immunologique. On s'est très bien arrivé à sélectionner les malades qui sont à très haut risque de rejet en post-opératoire. Au niveau technique, on a appris pas mal de choses. On connaît très bien la chirurgie pancréatique, la chirurgie hépatique. À mon avis, et personnellement, je pense que la transplantation intestinale et multiviscérale, il faut avoir une très bonne expérience en chirurgie pancréatique parce que le transcellulaire et l'artère mésentérique supérieure, c'est la chirurgie pancréatique. Et on a la chirurgie colorectale. Et en plus, on essaie de plus en plus chez le donneur de faire toute la dissection in vivo. Sur les 7 malades, on a fait, dans tous les cas, l'ischémie froide était inférieure à 5 heures. Donc je pense que ça, c'est un bénéfice. Comme pour le foie, on sait si on peut faire une ischémie froide très courte. Le grêle, c'est encore meilleur. Et chez nous, donc, on arrive à avoir une ischémie froide vraiment très courte. Donc notre malade, c'était un malade de 26 ans qui avait une myopathie de type myogène, POAC, découverte à l'âge de 11 mois. En plus, il avait une atteinte cardiaque et vésicale. Il avait en plus une atteinte gastrique et duodénale. Pendant des années, il faisait des occlusions. Donc, on a fait une entérectomie subtotale avec une coloproctectomie. Il a eu au moins 6-7 laparotomies. Donc, à la fin, il restait le foie, l'estomac qui était très dilaté, le duodénum, la première angiogénale qui était à la peau, la rate et une partie du rectum. À cause de l'alimentation parentérale, donc il avait une hépatopathie associée.
En plus, il avait une thrombose diffuse des axes veineux. Même, on ne pouvait plus lui donner de l'alimentation parentérale parce qu'il faut un axe vasculaire, donc il n'y en avait plus. Donc, on a décidé d'une transplantation multiviscérale. On a fait le bilan immuno, donc on a vu que c'est un malade à très haut risque de rejet post-opératoire. Donc, on s'est préparé pour garder la rate. Donc, ça, c'est le scan après-opératoire. Donc, on voit toute la cavité abdominale, c'était vraiment occupé que par le stomac. Et au niveau technique, donc on a fait une transplantation à Sargongan. Donc on a gardé la rate du receveur, un petit moignon gastrique, le rectum. On a transplanté le stomac, le bloc de pancréatique, le foie et l'intestin grêle qu'on a mis en stomie. La durée de l'opération, c'était à peu près 8 heures. Pas beaucoup de transfusion. Une ischémie froide vraiment très courte, 4h30. Pas beaucoup d'ischémie chaude. Et à la fin, on a pu fermer complètement la paroi. Et les suites, il n'y a aucune complication chirurgicale. Il y a des petites collections, mais c'était un peu de l'acide qu'on a ponctionné, ce n'était pas infecté. Il n'y avait pas de rejet. La seule complication, c'était en rapport avec un syndrome cave supérieur, parce qu'il y avait une thrombose des axes vasculaires. Et là, il est complètement sévré de la parentérale et il est rentré à son domicile. Merci beaucoup. Merci. Je crois, Yves, Jean-Yves, tu veux venir? Écoutez, moi je crois qu'en 30 minutes, on a vraiment eu là le point sur la multiviscérale. Je trouve que là, je suis assez impressionné par une vraie démarche académique, c'est-à-dire des gens qui ont une expérience, qui ont du vécu, qui ont une bonne analyse de la littérature, qui s'enrichit sans arrêt. Et vraiment, je trouve là qu'on a eu une superbe mise au point des deux sur toutes les indications et même les points techniques. Des questions? Monsieur Launois, évidemment. Non, j'aurais félicité, bien sûr, les auteurs de ces très belles observations qui sont magnifiques, et notamment, enfin, la première avec les difficultés qu'il y a pu y avoir. Mais je me permets de rappeler quand même qu'il n'y a pas que Starzl, que j'aime bien, il n'y a pas que Pittsburgh. La première survie à long terme de transplantation de grêle, je ne me rappelle plus s'il y avait le foie, a été réalisée en France par Yann Révillon et Olivier Goulet. Et c'est le premier succès, mais il a aussi la plus longue survie. Pédiatrique, oui. Et en plus, je crois qu'ils ont une expérience d'une centaine de transplantations de grêle, et il y a forcément beaucoup de transplantations hépatiques, parce qu'il est relativement rare, notamment chez l'enfant, qu'il y ait que des transplantations de grêle. Pratiquement, presque toujours, je pense, la greffe hépatique est associée. C'est vrai, hein, c'est les pédiatres qui sont en avant, et 50% de leurs greffes de grêle sont associées à une transplantation hépatique. Monsieur Bismuth? Non, je vais m'associer à Bernard Launois pour dire que nous avons eu là, en effet, de très belles observations. Évidemment, elle voulait bien montrer une chirurgie très, très difficile, non seulement sur le plan technique, mais également sur le plan de la programmation. C'est donc difficile avant, difficile pendant, et alors surtout difficile après. Ce sont des opérations très stressantes, parce qu'il faut que toutes les équipes, j'insiste, les équipes, vous l'avez très bien dit, soient sur le qui-vive pour à l'affût de la moindre complication, dont la plus importante est le rejet. Alors j'ai une question à vous poser, qui est une question d'ordre théorique. Il a été montré expérimentalement, et même, semble-t-il, chez l'humain, que le foie protégeait les autres viscères lorsqu'ils provenaient du même donneur. Or, quand on voit ce qui a été proposé, qui a été montré dans l'équipe de Lyon, le rejet a été extrêmement sévère et très précoce. Donc, malgré une immunosuppression forte. Donc, d'un côté, on admet, et de l'autre côté, il faut être extrêmement vigilant. Ce risque de complication peut survenir, je dirais, d'emblée. Le deuxième point, donc ça c'est une première question, est-ce que cette notion admise est vraie ou pas vraie? Dans les séries de transplantation intestinale versus transplantation intestinale. Oui, c'est le micro. Oui. Effectivement, vous avez raison, lorsqu'on associe le foie, le taux de rejet paraît moins important. Cependant, c'est moins important, mais le problème reste l'intestin grêle avec un taux de rejet très élevé.
et surtout une gravité du rejet qui met en jeu le pronostic vital du patient et du greffon. Donc c'est vrai que ça protège, et la tendance, je dirais, c'est que c'est pourquoi je pense qu'actuellement en France, il y a peu aussi de transplantation de grêle isolée, et finalement, lorsqu'il commence à y avoir une hépatopathie, que le malade n'est pas trop grave, ça pousse à faire plutôt une greffe en ajoutant le foie, parce que c'est un bénéfice immunologique, mais ça ne met pas du tout à l'abri d'un rejet sévère. Alors, le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'en réalité, vous l'avez très bien montré, les malades qui arrivent au chirurgien et à la transplantation sont des malades très graves. Parce que les médecins ont actuellement des procédés extrêmement perfectionnés de nutrition parentérale. Et moi, je sais, pour avoir vécu au début, avoir essayé de solliciter toutes les équipes pour faire des transplantations du grêle associées au foie. On en a fait une. Je crois que c'est la première d'intestin grêle chez l'adulte, qui est une forme très difficile. Et vous avez eu raison d'insister sur le problème pariétal. C'est que ce malade qui avait eu, je crois, une trentaine d'opérations avant, n'avait plus d'abdomen. C'était un abdomen virtuel, puisque la paroi abdominale reposait sur l'aorte et la veine cave. Et que le premier temps était de retrouver la cavité abdominale. Et d'ailleurs, la fermeture a été également extrêmement difficile, puisqu'il n'y a plus du tout d'abdomen. Donc vous avez très raison, les deux d'ailleurs, tout à fait raison d'insister sur cela. Alors le troisième point, c'est l'importance du foie. J'ai dit le foie est important pour le rejet, mais également, souvent, les malades adultes arrivent à la transplantation à cause du problème hépatique. Et c'est la raison pour laquelle le foie a quelquefois une indication. Il est obligé de le faire, mais quelquefois c'est même l'indication. Autrement dit, les nutritionnistes, non, c'est pas très beau mot de dire ça, disons les médecins très compétents qui s'occupent de ces malades maîtrisent parfaitement le grêle, mais sont coincés par le foie qui finit par devenir malade. Alors j'ai une question à vous poser en ce qui concerne les abcès hépatiques que vous aviez observés chez votre malade. Alors, quelle est l'étiologie? Est-ce que le fait de ne pas avoir de sang portal, c'est avant la transplantation, le fait de ne pas avoir de sang portal, car il n'y a pas de sang portal, votre malade, après. Il y avait un petit peu de sang portal. Très peu de sang portal. Il restait portal. le pancréas, la rate et un tout petit peu de duodénum. Voilà. Je ne sais pas si ça a joué, en fait. C'est pas du sang portal nutritionnel, si j'ose dire, et il a eu une souffrance hépatique, très tôt. Il y a une souffrance hépatique très tôt, avec une période d'ischémie cœliaque, donc d'ischémie artérielle, qui s'est reperméabilisée, mais vraiment à minima sous héparine. Mais il y a quand même eu des séquelles ischémiques avec effectivement des zones de nécrose qui ont dû être drainées, ce qui n'est pas effectivement toujours habituel. Voilà, en tout cas, il y a eu plusieurs drainages radiologiques pour nécrose et abcès du foie parenchymateuse. Non, écoutez, je trouve qu'il faut féliciter les deux équipes de la qualité de ces résultats et de cette expérience. Est-ce que vous aurez plus de malades par la suite? Ça, j'aimerais vous demander, parce que ce n'est pas facile. En fait, sur l'ischémie, voilà, le plus souvent, donc, nous, les malades, il y avait une sténose associée du tronc cœliaque. C'est ça. C'est-à-dire, une sténose associée du tronc cœliaque, c'est des malades qui ont des adhérents, tout ça, il y a une circulation collatérale. Et le fait d'enlever le grêle, donc ça baisse la circulation artérielle hépatique, et le plus souvent, il y a une sténose du tronc cœliaque. Et la suppléance artérielle est gênée à ce moment-là. Non, vous avez posé une très, très bonne question sur vraiment, est-ce qu'il faut transplanter le foie? Donc nous, on a fait au moins 6-7 malades, le plus souvent à la biopsie, quand on fait la biopsie. Il y a certains malades qui avaient des manifestations hépatiques, soit un ictère ou un peu d'acide, ou signe d'hypertension portale. Mais il y a certains, c'était uniquement à la biopsie. Mais quand on opérait ce malade, c'est vrai, le plus souvent, ils n'étaient pas très pathologiques. Mais ça, c'est un problème très difficile de prendre la décision. Voilà, mais on a peur de transplanter uniquement le grêle. Et après, on a des compensations post-opératoires. Mais c'est vrai, à l'aspect macroscopique, c'était chez certains malades, il n'y avait pas d'hépatopathie évidente macroscopiquement. Ne pensez-vous pas, pour terminer, qu'il faudrait essayer de convaincre, à la lumière de vos expériences, nos collègues médecins de confier plutôt les malades? On a l'impression que vous êtes au début de ce qu'on observait, nous, dans la transplantation hépatique, qu'il fallait attendre que les malades soient vraiment arrivés à l'étape ultime pour qu'on les reçoive. Il faudrait peut-être les avoir avant, ce serait même plus facile sur tous les plans. Si je peux commenter là-dessus, donc je pense qu'il y a un décalage entre les États-Unis et la France, puisque en France, le système médical est de haut niveau par rapport à la prise en charge d'insuffisance intestinale. Donc les équipes, les centres de référence qui sont sur la nutrition artificielle sont très compétents et ont des succès et des survies à long terme très importantes. Je pense que tu nous montreras tout à l'heure, mais c'est plus de 85% à 5 ans, donc ça marche très très bien. Donc on est
c'est pas une compétition, mais dans le pool de malades qui ont une insuffisance intestinale, la majorité sont traités par une substitution qui est une nutrition artificielle avec succès. La question maintenant est de savoir quel pool de patients ne va pas bénéficier, aura les complications de cette nutrition parentérale, ou pour des raisons de qualité de vie, on va plutôt leur proposer une transplantation. Et à ce moment-là, on n'a pas l'expérience qu'ont les Américains, parce que les Américains, ils avaient un système médical moins fort, donc eux, ils sont allés plus vite à la greffe, et eux, ils ont une expérience maintenant. Ils ont 3 centres qui ont une expérience de plus de 100 malades, donc ils ont plus d'expertise par rapport à la transplantation. Donc, on est en décalage pour ça. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est effectivement, quels malades ? C'est-à-dire qu'il ne faut pas greffer les malades les plus graves, parce que c'est ceux qui ont les moins bons résultats. Il faut dire à partir de quel seuil, et on commence à avoir des éléments de réponse. Le malade qui est sous nutrition parentérale, lorsqu'il y a une hépatopathie qui débute, il ne faut pas attendre qu'il soit au stade de cirrhose pour discuter la greffe. Il faut le faire dès qu'on commence à avoir une hépatopathie métabolique, la bili qui monte, déjà les premiers signes. Il ne faut pas attendre d'être au-dessus de 50, il faut déjà y penser plus tôt. Après, la difficulté, c'est qu'on n'a pas actuellement, vu la très très minime expérience embryonnaire qu'on a, de résultats suffisamment bons en France pour aussi dire, c'est en théorie, dans l'expérience, qui ont une grosse expérience, c'est tant % de survie à 5 ans. Pour l'instant, on n'a pas ça. Donc, on est un petit peu en balance. Exactement. Vous en êtes comme on est en 80 pour la transplantation hépatique, où il fallait convaincre les médecins de nous envoyer les malades plus tôt pour avoir des résultats. C'était un cercle vicieux. Non, je ne crois pas. Je crois que les malades, maintenant, ils sont filtrés, ils sont dans les centres de recrutement. Je ne crois pas. On aura la réponse après. Je voulais également féliciter les 2 équipes pour ces remarquables observations. La question que je vais vous poser, c'est concernant le protocole d'immunosuppression. On a bien compris que le protocole a beaucoup évolué. Alors, est-ce qu'il y a un consensus entre les 2 équipes sur le protocole, au moins le protocole de départ à proposer à ces malades ? On va en parler après. Olivier Tonat va faire un exposé dessus. Je voulais revenir sur ce problème. Donc, je présente le professeur Joly, qui est donc à l'hôpital Beaujon et qui est professeur en nutrition et qui a l'accord, qui a pris la succession du professeur Messing et qui a donc une cohorte de plusieurs centaines de malades en parentéral et qui va vous dire à partir de quand ces malades qui ont d'insuffisance hépatique, qui ont une insuffisance intestinale, justifient une transplantation du grêle. En sachant que Safi Dokmak vous a montré qu'un certain nombre de malades, même s'ils n'avaient pas d'insuffisance intestinale, pouvaient bénéficier de la transplantation multi-organes. Et c'est peut-être aussi une autre voie qui s'ouvre, en tous les cas. Cirrhose avec thrombosport, par exemple.